Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Open Startup, notre podcast qui explore les coulisses de l'innovation, des produits et de l'entrepreneuriat. Je suis Guillaume Comagnac, directeur associé chez Tracteur, un studio qui accompagne les startups et les entreprises dans le développement de leurs produits et services numériques. Et c'est grâce à Tracteur que ce podcast est rendu possible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Bokobza, consultante, coach et sparring partner de dirigeants et dirigeantes. Laura accompagne les entreprises sur leurs problématiques en matière de stratégie. Et Laura, c'est surtout une grande observatrice des transformations du monde du travail, de la tech, de l'innovation. Elle réalise une veille minutieuse qu'elle partage dans une newsletter qui s'appelle « Le comment du pourquoi ». C'est donc l'invité idéal pour que l'on parle ensemble des tendances incontournables pour les dirigeants et dirigeantes en 2026. Comment naviguer entre hype et vraie mutation, l'impact de l'IA, les nouveaux usages et aussi les compétences qu'il faudra absolument maîtriser pour garder le cap dans un monde en mouvement permanent. Voilà les sujets qui nous attendent. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Laura. Salut Guillaume, comment ça va ? Ça va bien. Très content d'enregistrer avec toi parce que ça fait un moment que je t'avais dans ma wishlist. Il fallait juste que je trouve le bon angle, le bon sujet. Et là, pour relancer un peu cette nouvelle saison du podcast, je me suis dit, tiens, il y a tellement de changements, il y a tellement de mouvements en ce moment, que ça serait bien de s'arrêter, un peu faire le point et distinguer un petit peu qu'est-ce qui est de l'ordre de la hype du moment, qu'est-ce qui est un peu plus structurant. Et toi, je sais que ça fait, tu prends beaucoup de temps pour analyser tout ça, et donc j'ai hâte d'être à notre conversation. Ça met un peu la pression. Non, ouais. J'ai fait une présentation en intro, mais courte, mais j'ai l'habitude de laisser à mes invités le soin de se présenter eux-mêmes parce que résumer toute ta carrière, on va peut-être pas le faire parce qu'il y a quand même un peu d'expérience, mais voilà, si tu veux bien nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais, je te laisse la main. C'est gentil de pas dire que je suis vieille en fait, parce que c'est ça, quand on parle d'expérience, j'ai 52 ans, donc je comprends que, on dit que j'ai beaucoup d'expérience, j'en ai presque 30 années d'expérience. T'as dit que j'étais coach, consultante et sparring partner. En fait, je suis ni coach ni consultante, je suis sparring partner, ce qui est vraiment un positionnement différent. Et moi, j'aide les dirigeants et les dirigeantes qui en ont assez de tourner en rond à structurer, clarifier, exécuter leur stratégie. Mais ce qui est important, c'est que contrairement aux consultants, je vais pas leur donner des slides, je vais pas leur souffler des réponses toutes prêtes. Je vais faire émerger les leurs en fait de réponses parce que ils savent, et de toi-même qui dirige une entreprise, parfois tu sais, t'as des intuitions, etc., mais tu les mets pas en œuvre ou t'es coincé dans des biais, ou t'as du mal à prendre des décisions. Et moi, je suis une accélératrice de la prise de décision de dirigeants. Et évidemment, après, je peux les accompagner pour qu'ils tiennent le rythme dans l'exécution. Voilà, et je fais ça après plus de 20 ans en post-corpo dans des groupes, dans des très grands groupes comme Orange, en conseil en strat, mais aussi dans des startups comme dans la robotique humanoïde ou dans des ETI sur l'événementiel ou l'immobilier. Donc voilà, et depuis 8 ans à Bordeaux, après les carrières plutôt parisiennes avec un peu d'international. Ouais, du coup, on a la chance de se croiser de temps en temps dans les événements tech, entrepreneuriat, le réseau. Et je l'ai dit aussi, tu publies beaucoup. Tu as une newsletter, donc qui est une de tes bonnes activités. Voilà. Alors, tu nous diras ça si prend du temps, ouais. pour la lire de temps en temps, comme tu le dis, c'est pas forcément ce qui t'offre le plus grand ROI ou autre, mais peu importe parce que ça te fait faire une énorme veille et c'est hyper utile dans ton rôle en fait au quotidien. T'es aussi très actif sur LinkedIn, t'as un blog. Enfin, c'est quoi un petit peu aussi l'objectif derrière ce travail de contenu là que tu fais? Le travail de contenu, moi, je l'ai commencé avant que ce soit à la mode de faire du contenu pour attirer et pour vendre, parce que je suis quelqu'un qui adore écrire. Moi, d'ailleurs, tu vois, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas de podcast. J'y réfléchis, hein, ça fait 5 ans que je me dis qu'il faudrait que je lance un podcast aussi, mais pour l'instant, j'en ai pas. Moi, mon média, pour l'instant, mon médium, c'est la rédaction, c'est l'écrit. Et j'écris parce que ça m'aide à structurer ma pensée. Donc le fait de rédiger, tu vois, le comment du pourquoi, quand je l'ai lancé, qui est pas du tout héroïste en termes de temps investi, de tout ce que j'achète en abonnement, etc., même si j'ai un abonnement payant maintenant, ça rembourse même pas mes abonnements outils et presse. En revanche, ça m'oblige chaque semaine à me poser sur ma veille
et à l'analyser, parce que moi je fais pas une liste de liens, j'ai pas une curation qui est une liste de liens. J'ai rien contre les listes de liens, et d'ailleurs ça fait partie moi de mes sources. En revanche, moi ma valeur ajoutée, en tout cas c'est ce que j'espère, c'est les liens que je vais faire entre les news, mon regard posé sur ces news, mais ça m'oblige donc à la digérer. Or quand tu fais de la veille, le risque c'est toujours d'accumuler les liens, en fait, de te dire oui ça je le lirai plus tard, ça il faut que je m'en souvienne, etc. Et en fait de ne jamais rien en faire. Donc moi, ma newsletter, ça m'aide déjà à ça. Mon contenu sur LinkedIn, ça m'aide aussi à poser des réflexions, des sujets, des frameworks, parce que je te disais, j'accompagne, je fais émerger les décisions chez les dirigeants, mais ensuite dans l'exécution, je peux vraiment les aider à accélérer l'exécution avec tout ce que justement je vois ailleurs en fait, et toutes les méthodes et autres. Et puis des rappels de fondamentaux, parce que je le répète, j'ai 52 ans. Donc moi, j'ai appris des fondamentaux du marketing et de la nature humaine dans les années 90, et ça n'a pas disparu avec le digital en fait. Quand je fais un post sur les 5 niveaux de conscience du prospect qui a été théorisé en 1966, ça marche toujours aujourd'hui en fait. Donc c'est important aussi parfois de revenir sur les fondamentaux. Parfait, bon, ben top, merci pour ça. On va rentrer un peu dans le dur parce qu'on a évidemment préparé cet épisode tellement il y a de sujets à aborder. On pourra peut-être pas tout aborder. Euh, Évidemment qu'il y a un premier bloc sur lequel on va démarrer parce que c'est incontournable cette année, depuis 2-3 ans, en fait, depuis la sortie de ChatGPT, c'est tout ce qui est IA et en particulier IA générative. Euh, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de course folle sur ces sujets-là, et du coup, pour les dirigeantes, il y a parfois une zone de flou, tu vois, entre est-ce qu'il faut vraiment que je m'intéresse à ce sujet? Est-ce que je laisse un petit peu de temps de maturité? Euh, c'est quoi, toi, déjà, là, ton regard plus général, hein, un peu entre ce qui est en train de s'installer durablement et ce qui est plutôt à laisser reposer, tu vois? Alors déjà, il faut s'en occuper, hein. Enfin, c'est pas du tout une hype, alors il y a de la hype parce que il faut distinguer la hype médiatique autour de la course des modèles et la Mmh. course, d'amélioration des modèles et les investissements monstrueux, mais qui sont pour des data centers, en fait, hein, donc pour tous ces processeurs qui vont permettre de faire tourner les modèles, hein, qui sont, énormément, consommateurs de puces en l'occurrence, et donc de data centers à très forte taille qui vont consommer beaucoup d'énergie, qui vont avoir besoin de beaucoup de refroidissement, etc. Donc là, il y a une grosse hype médiatique parce qu'il y a cette course au modèle qui est sous fond de géopolitique, de tension entre la Chine et les US. Donc ça, c'est ce qui fait que les entrepreneurs et les dirigeants ont en ce moment l'impression qu'on ne parle que d'IA. Mais en fait, si tu regardes bien, on parle que d'IA sur la course au modèle. On voit beaucoup moins de preuves que ça fonctionne pour de vrai dans des vraies entreprises. On voit beaucoup moins de témoignages de cas d'usage, d'intégration de l'IA. Alors, il y en a un petit peu en création de contenu, enfin tout ce qui va être vraiment l'IA générative, qui va permettre effectivement de, voilà, tu vois, l'épisode sera diffusé juste avant Noël 2025, donc on sera aux 3 ans de ChatGPT, et à la 2e année consécutive où Coca-Cola crée complètement son spot de Noël avec l'IA. Donc oui, dans la vidéo, dans la création de contenu évidemment de texte, on voit des petites choses, mais aujourd'hui, on voit surtout des choses assez médiocres, hein, si tu n'as pas les moyens de Coca-Cola, ou la qualité aussi de leur créatif, parce qu'il faut encore de l'humain. Mais l'IA peut avoir des impacts beaucoup plus grands pour les entreprises. Et là, on est encore qu'aux prémices. On est aux prémices pour plein de raisons. D'abord parce que les modèles sont pas forcément encore tous ultra solides, parce que il n'y a pas encore la cybersécurité qui va permettre à une entreprise de faire confiance. On y revient toujours au truc humain, hein, c'est la confiance qui compte. Hein, mais de faire confiance pour dire je vais plugger mes datas dessus. Hein, et surtout, pour être efficace, c'est la data. Et Mmh. aujourd'hui, ça fait 20 ans, moi ça fait 30 ans que je fais de la transformation digitale, et 25 ans qu'on parle de la data, c'est l'or noir, c'est le trésor caché de l'entreprise. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup de trouver des nouveaux modèles économiques avec la data que possédait l'entreprise, hein, pour essayer de faire un peu comme Facebook ou Google. C'est la data qu'on vend en fait à d'autres entreprises. Personne l'a vraiment fait, pour être très honnête. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas rangé la data ne peuvent pas plugger de l'IA, en fait. C'est tout simplement impossible, parce que avec l'IA, c'est ce que tu mets, enfin, la valeur de ce que tu vas en tirer dépend évidemment de la qualité de ce que tu mets dedans.
c'est toujours le fameux GIGO, hein, garbage in, garbage out, qui est valable dans un CRM comme dans l'IA en fait, quelle que soit la technologie que tu plugues. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand tu as des dossiers mal rangés, des nomenclatures hasardeuses, des silos dans tous les sens, etc., il y a un énorme travail de gouvernance de la data, avec en plus des vrais sujets de gouvernance, qui est propriétaire de quel champ, comment est-ce que tu les mets à jour, qui est maître, quel outil est maître sur tel champ qui est partagé entre plusieurs outils, etc. Donc il y a quand même des vrais sujets, l'obsolescence de la donnée, etc. Donc là, on les voit pas encore. Les usages sur la data, et c'est là qu'il y aura les plus grands gains. Enfin, c'est là qu'on va pouvoir se dire, on va rentrer dans la vraie ère de l'hyper personnalisation, mais pas seulement pour vendre, mais aussi pour scorer ceux qui vont risquer de churner, pour pour ceux qui risquent de se désabonner, pour utiliser des termes français, et on va pouvoir faire tout un tas de choses aussi dans les opérations sur améliorer des processus industriels, gagner du temps, et puis évidemment, qui dit industrie dit aussi robotique, parce que ce qui est magique avec l'IA, c'est que elle va pouvoir très probablement faire que les robots vont être beaucoup plus efficients et efficaces qu'ils ne l'étaient maintenant. Moi, j'ai travaillé dans la robotique en 2014 sur le premier robot humanoïde qui était Nao et Pepper, et il n'y avait pas encore cette intelligence artificielle suffisamment présente pour que le langage soit complètement naturel et pour qu'ils arrivent à apprendre. Et aujourd'hui, on voit de la cobotique où des bras robotiques, c'est pas forcément des robots humanoïdes, mais des bras robotiques vont reproduire en fait avec ce qu'on appelle le computer vision, donc de l'IA qui va analyser en fait ce qu'elle va filmer. Un humain va faire le geste que le robot va devoir apprendre, et le bras robotique l'apprend. Et là, on va voir des choses extraordinaires. On va voir des choses qui vont permettre d'avoir moins de problèmes dans les usines, moins d'accidents. Ça va être beaucoup moins dangereux. Et on va garder l'humain à une valeur ajoutée, non pas comme tu vois, comme le film de Charlie Chaplin, mais à une vraie valeur ajoutée de réflexion, et pas simplement à reproduire le même geste tout le temps. Bon, merci Laura. Vous voyez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Laura, on peut la lancer sur une question et elle nous apporte tout de suite une analyse J'ai été aux un peu petits longue, hein, oignons. pardon, j'ai été un petit Non, peu longue. moi regarde, je t'écoutais avec voilà, c'était du bonbon. Par contre, un sujet voilà, sur lequel tu es allé tout de suite et que je pense qu'on peut un peu transformer presque comme un apprentissage, c'est cette culture data dont tu parlais, que il y a longtemps eu, pendant des années dans la tech, dans l'innovation, est-ce que un founder, un chef d'entreprise doit apprendre à coder ou comprendre le code, etc. Presque ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément un besoin de coder qui a besoin, mais c'est ça, c'est un besoin de comment vont être structurées ces données. Évidemment une curiosité technique, mais aujourd'hui on le sait, le code, la plupart des IA génératives sont assez bonnes à ça en fait. Donc Alors moi, je code pas, donc je sais pas si les IA génératives sont bonnes ou pas bonnes à ça. Moi, je crois beaucoup au human in the loop, hein, clairement. l'humain reste dans la boucle, et je ne crois pas, qu'on soit arrivé au moment de l'autonomie. Tu vois, on parle beaucoup des agents. D'ailleurs, on avait dit début 2025 sera l'année des agents. Je pense que là, on va rentrer dans la décennie des agents, c'est clair, mais on peut pas encore les laisser autonomes, hein. Enfin, ils font plein de bêtises, donc et c'est normal qu'ils fassent plein de bêtises, hein. Vous vous rendez compte que ChatGPT est sorti au grand public le 30 novembre 2022. Enfin, on parle d'un Ouais, truc qui a 3 ans. c'est énorme. C'est parfaitement logique que ça n'y arrive pas encore. Ça veut pas dire que ça n'y arrivera pas, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Les agences peuvent pas encore être autonomes. Donc sur le code, moi je juge pas de la qualité du code. Je sais que pour lire beaucoup des gens qui codent avec l'IA, l'IA est très intéressante pour effectivement faire des premiers jets. Si tu sais bien la prompter, elle sait trouver son bug avec le fameux rubber duck. Alors le rubber ducking, c'est un développeur dans les années 90 de mémoire qui, pour trouver son bug, il avait un canard en plastique jaune sur son bureau, et il expliquait au canard son code. Et en descendant ligne à ligne, en expliquant son code, et c'est comme ça qu'il trouvait ses bugs. Donc tu peux prompter l'IA pour qu'elle trouve elle-même son bug en t'expliquant son code ligne à ligne. Et il y a déjà eu moi, un des chercheurs en IA qui est aussi donc un vrai gros tech. Il est pas gros du tout, hein,
Thomas, si tu nous écoutes, je ne suis pas du tout en train de dire que tu es gros. Donc Thomas Maillet, qui est un des cofondateurs de Flint, où je suis administratrice indépendante, il a fait un de ses derniers newsletters, c'était là-dessus, sur le rubber ducking, qui a permis à Claude Code, en l'occurrence, de trouver ses propres bugs. Donc, il y avait quand même besoin de l'humain pour l'aider à accoucher de ça. En revanche, la data, ça va beaucoup plus loin que l'IA, si tu veux. Encore une fois, ça fait 25 ans que moi je dis à tous les dirigeants, que ce soit quand j'étais dans des boîtes ou quand j'accompagne, c'est quoi ta donnée clé? C'est qu'est-ce que tu as comme données propriétaires? Comment est-ce que elles sont rangées, tes données? Comment est-ce que tu vérifies qu'elles sont toujours à jour? Comment est-ce que tu les exploites? En fait, ça reste vrai de toute façon, avant que tu plugues de l'IA dessus. C'est juste que si tu n'as pas ça pour plugger de l'IA dessus, l'IA sert à rien. Bien sûr. Et ça, d'ailleurs, ça peut s'appliquer pas que à une startup, mais à toute entreprise. Aujourd'hui, toute entreprise est data, finalement. C'était une citation, d'ailleurs, je crois, du patron de Microsoft à l'époque, qui disait que demain, enfin aujourd'hui, tout est une software compagnie. J'ai plus la citation exacte, mais oui, même la boulangerie du coin, elle utilise des outils en ligne pour se structurer, quoi. Mais oui, je voulais pas dire que on n'a plus besoin de code, hein. En tout cas, et nous on le voit au quotidien, du coup, c'est juste que d'ailleurs les rôles des développeurs vont beaucoup plus évoluer sur des rôles d'architecture. Ils vont devoir aussi s'intéresser beaucoup plus aux produits et donc aux clients. Mais il y a aussi un gros questionnement sur les usages. Est-ce que jusqu'à présent on parlait du UX, donc de design utilisateur, est-ce que demain on va pas aussi designer pour des agents? Enfin, c'est des grosses questions qui se posent actuellement. Oui. On va forcément designer pour des agents, et en plus on va avoir une cohabitation des deux usages pendant très longtemps. C'est-à-dire que moi j'ai l'avantage à mon âge, c'est que j'ai vu beaucoup de technologies arriver et disparaître. Et en plus j'ai bossé pour France Télécom, qui est devenu Orange au début des années 2000, donc pendant 10 ans. Donc j'ai vu la marque disparaître, j'ai vu le Minitel disparaître, j'ai vu le filaire disparaître. La techno, c'est normal, ça évolue, mais il y a quand même un temps d'adoption, hein. La courbe de Moore, les innovateurs, les early adopters, early majority, late majority et laggards. En France, en plus, on est fort en laggards, on est très très fort en laggards. On a assez peu d'innovateurs. On a quelques early adopters, c'est plutôt le monde de la tech, mais on est surtout très fort en laggards, et avec notre courbe démographique, ça va pas aider. Et donc il va falloir faire coexister en fait les sites de e-commerce, par exemple, pour prendre ceux-là qui sont les premiers, à mon avis, qui vont devoir beaucoup changer pour s'adapter aux agents. Les sites de e-commerce, il va falloir à la fois que tu gardes une UX qui soit attractive pour un humain, mais que derrière aussi, parce qu'en fait, on se rend compte que les agents, ils vont pas voir la page comme nous, ils vont aller voir le code derrière, en fait. Il va falloir aussi structurer différemment, en fait, la façon dont tu présentes l'information, la façon dont tu gères les recherches. Ça vient tuer tout un tas de business de publicité, de retail média, en fait, par exemple. Donc, il y a aussi des modèles économiques à réinventer pour les dirigeants. Donc oui, là, on arrive à mon avis, une bonne décennie de bons gros challenges. Et j'ai évidemment pas toutes les réponses. Dans une de tes premières phrases aussi, t'as parlé à un moment donné, t'as sorti ce mot-clé sur lequel je veux nous lancer, c'est l'hyper-personnalisation. Ouais. Oui, clairement, l'IA peut permettre ça, mais on sent un peu comme une sorte de médaille à double face, quoi. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Enfin, les aspects négatifs, je pense qu'on les vit tous au quotidien avec le démarchage téléphonique, où on a des robots qui nous spamment. Mais ça, c'est pas personnalisé du tout, justement. Ouais, c'est pas du tout l'hyper personnalisation. Non, mais entre guillemets, on pourrait entrevoir juste une sorte de micro personnalisation, dans le sens où ils vont peut-être juste changer le nom pour l'intro. Mais ouais, l'hyper-personnalisation, c'est un vrai sujet, je pense, tu parlais aussi de l'importance pour les dirigeants de continuer à vendre, à s'intéresser à leurs clients. C'est un sujet, en fait, comment on trouve le bon équilibre entre ne pas trop les sursolliciter et en même temps créer un lien de confiance avec eux. Mais c'est ça que va permettre l'hyper-personnalisation. En fait, il faut bien faire attention, c'est que quand on parle d'hyper-personnalisation, on parle pas de mettre le prénom,
Ça, c'est la personnalisation qui existe aujourd'hui et qui nous saoule tous et c'est là où on se rend compte qu'on a des données obsolètes qui circulent. Moi, je suis encore contactée par des spammers, par du démarchage sur une adresse email que je n'utilise plus sur LinkedIn depuis 12 ans. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des vrais sujets de data derrière. L'hyper-personnalisation, c'est pas ça. Ça va rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure sur les 5 niveaux de conscience du prospect. L'hyper-personnalisation, c'est arrêter de faire du spray and pray, d'envoyer en masse en se disant sur le tas, il y en a bien un qui va répondre et comme ça coûte rien d'envoyer, ça coûte juste ton image, ton énergie, etc. Mais enfin bon, comme ça coûte rien d'envoyer, j'envoie beaucoup et si j'en ai 3 qui achètent, je suis content. C'est qu'en fait, on va identifier les 10 qui potentiellement peuvent acheter. Donc, à la place d'en envoyer 1000, j'en envoie 10. Mais sur ces 10-là, j'ai peut-être 50% qui va vraiment acheter. Parce que l'hyper-personnalisation, c'est pas dans le contenu de ce qu'on envoie, c'est dans le à qui on envoie. Et en fait, j'envoie pas la même chose selon l'analyse que j'ai faite, la data que j'ai récupérée. Une des raisons pour lesquelles Meta, Google, etc. nous ont mis autant de choses à disposition gratuitement depuis des années, c'est bien pour avoir la donnée, pour pouvoir ensuite actionner cette hyper-personnalisation. Le retargeting, si tu veux, a commencé à faire ça. Quand tu avais du retargeting dans ta boîte Gmail parce que tu avais été sur le site de regarder des chaussures, le problème, c'est que ça s'arrêtait au fait que tu les avais regardées. C'est-à-dire que si tu les avais achetées, tu avais quand même les chaussures qui réapparaissaient dans ton Gmail tout le temps. Donc, ou si tu les as achetées sur un autre site, etc. Donc, c'était quand même une vraie galère. Avec la convergence de toute cette donnée, alors je te parle pas de privacy, on reviendra peut-être dessus à un autre moment, mais en imaginant que tout le monde accepte que ces données soient suivies partout, le but ce serait de bien déceler en fait qui est en train de réfléchir à quoi au bon moment pour lui pousser la bonne offre au bon moment sur le bon canal. Donc c'est extrêmement puissant et c'est valable aussi d'ailleurs en fidélisation. C'est pas que pour de l'acquisition client. Tu vois, c'est des signaux que tu vas récupérer en données d'usage sur tes outils, des signaux aussi de passage en magasin. Ça marche aussi en B2C bien sûr, qui vont te permettre de pousser le bon truc au bon moment. Moi, quand j'ai appris le marketing et le one-to-one marketing en 94, quand j'ai fait mon MBA aux États-Unis, on parlait déjà de one-to-one marketing. Et à l'époque, on envoyait des mailings, papier. On n'était pas encore, l'email venait à peine d'apparaître et tout le monde n'en était pas équipé. On a cru que l'internet allait être le one-to-one marketing, ça a été le one million marketing. On n'a vraiment pas du tout personnalisé. On s'est dit ça coûte pas cher, donc j'envoie, et je me pose pas de questions. On va peut-être enfin se reposer les bonnes questions. D'abord parce que les consommateurs n'en peuvent plus du démarchage. Sur LinkedIn aussi, sur LinkedIn, on est plein maintenant à avoir des messages pour ne pas accepter les demandes de connexion de gens qu'on connaît pas, sans avoir une explication, etc. Alors moi, je suis obligée quand même de leur poser la question parce que potentiellement ça peut être des clients, donc je leur demande ce que c'est. Et moi, si c'est du démarchage ou si quelqu'un ne répond pas, à un message que t'envoies, c'est qu'en fait c'est un bot qui a créé la demande de connexion. La personne peut être une vraie personne, mais c'est un bot qui a créé la demande de connexion et qui va, dès que tu t'es connecté, commencer sa séquence d'emailing. Mais bon, tu vois, même Guillaume Moubèche, qui a donc a ruiné LinkedIn pour beaucoup d'entre nous, et j'ai eu l'occasion de lui en parler, mais il a acheté Clap. Lemlist a acheté Clap pour rentrer dans cette ère d'hyper-personnalisation, parce que Guillaume, pour le coup, moi je suis très admirative de tout ce qu'il fait. Il est aussi très affûté sur ces tendances-là, et pour que lui se mette à dire maintenant on va arrêter d'envoyer des millions, on va envoyer les bons, ceux qui ont le plus de chances de marcher, c'est bien que cette tendance elle est très profonde. Ok, ouais, on l'espère qu'on va être sur du moins mais mieux, et finalement ça c'est une tendance qui est pas que en ligne en fait, même dans la vraie vie, il y a ces vrais sujets qui se posent, et ça va quand même être un défi parce que là tu as parlé de Meta, LinkedIn, etc. Il y a aussi un autre phénomène qu'on a épluché avant d'enregistrer ensemble, c'est tout ce qui est dark social et cozy web. Il y a un peu une envie, il y a une telle fatigue en fait des gens sur tous les messages qu'on a sur les réseaux sociaux, qu'il y a un basculement de plus en plus vers des plateformes privées. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu et nous dire c'est quoi les conséquences aussi que l'on doit prendre en compte quand on entreprend? Ouais, ça c'est une tendance que moi j'ai commencé à voir arriver en 2022. J'ai fait une conf dessus en 2023. La tendance, ce qu'on appelle donc le dark social. Alors c'est un mot
qui fait peur. C'est pour ça parfois je dis aussi cozy web, parce qu'en fait c'est le dark social, c'est les échanges sociaux que les marques ne peuvent pas mesurer. C'est dark pour les marques en fait, c'est pas dark contre nous, c'est dark pour les marques, elles ne peuvent pas avoir d'informations dessus, elles peuvent pas mesurer. Donc à force d'être bombardées de messages promotionnels partout, le dernier chiffre qui circule, c'est qu'on est un être humain aujourd'hui en 24 heures, il est bombardé de entre 4 et 10 000 messages promotionnels qui peuvent être des micro-messages. Ça peut être le post sponsorisé LinkedIn, l'affiche que tu vois dans la rue, la newsletter de promotion que tu reçois d'une marque, la pub à la télé. Enfin, c'est tous ces messages promotionnels. Et ben, on cherche des endroits où il y en a pas de la pub. On cherche des endroits où, alors j'ai pas utilisé le mot valise, le mot très à la mode sur LinkedIn de l'authenticité, mais on cherche des relations avec des vrais gens. Et d'ailleurs là, les IA sont en train de se mêler du truc, donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on détecte ou pas les IA dans ces communautés privées. Mais tu vois par exemple l'importance des forums Reddit qui est en train d'exploser. Alors il a explosé depuis longtemps aux US, qui est en train aussi d'exploser en France, même si c'est pas 100% privé, mais c'est très compliqué pour une marque de remonter de l'information dessus, et pourtant elles auraient intérêt à aller dans ces canaux, écouter ce qui se passe. Parfois elles le peuvent, parfois elles le peuvent pas. Toutes les communautés WhatsApp ou Telegram d'ailleurs, enfin quel que soit l'outil de messagerie, mais les communautés de newsletters, les communautés d'infopreneurs, les communautés de solopreneurs, les communautés de podcasts. Moi, je suis dans plusieurs communautés de podcasts, certaines gratuites, certaines payantes, mais dans lesquelles, oui, on partage de l'information. Il y a souvent un canal autopromo, pour ceux qui veulent aussi en profiter, si c'est la bonne audience pour se faire connaître. Mais si tout le monde respecte les règles et que c'est que dans le canal autopromo, tout va bien. Enfin, tu vois, il y a pas de souci. On n'est pas contre la publicité, on en a juste marre de se faire bombarder par des choses qui nous intéressent en fait pas. Mais quand tu es dans une communauté privée avec des gens autour d'une thématique commune, si tu fais quelque chose en autopromo autour de cette thématique, déjà t'es sur la bonne niche en fait. Donc et puis on sait aussi que les jeunes aujourd'hui, ils arrêtent de consommer des films. Les jeunes sont quand même heureusement en train de se rendre compte que c'est en train de leur bouffer le cerveau, tous ces Instagram, TikTok, Snap, etc. Et ils sont beaucoup plus sur leur messagerie privée. D'ailleurs, qui devient leur messagerie. Ils ont un téléphone, ils ont tous des numéros de téléphone, mais ils ne s'appellent pas. Je ne sais pas pourquoi. Les jeunes ont un problème avec le synchrone, en fait. Il y a un vrai sujet de cette génération avec le synchrone, quand même, il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on le règle, parce que la relation humaine, elle est par nature synchrone. Et la relation sociale, elle doit être synchrone. Mais oui, donc il y a de plus en plus de messages qui passent sur ces canaux privés. D'ailleurs, LinkedIn a rajouté le partage par WhatsApp des posts, ce que Spotify déjà mesurait depuis longtemps. Spotify mesure, en fait, tu as dans les trucs de partage, ils avaient anticipé ça, les premiers. Spotify, ça fait déjà presque une dizaine d'années que tu peux, quand tu veux partager un morceau ou un podcast, tu peux dire où tu le partages. Tu peux le partager sur Instagram, mais tu peux aussi le partager sur WhatsApp. Or, sur WhatsApp, on est complètement dans le dark social. Et donc là, Spotify a de la mesure de combien de fois un épisode ou une chanson a été partagée sur des canaux privés. Et donc oui, il va falloir quand même commencer à investir aussi ces canaux privés. On peut pas les mesurer, mais on peut mesurer leurs conséquences. Et donc c'est là que ça devient intéressant pour un dirigeant, c'est de mesurer le nombre de fois. Est-ce que j'ai par exemple un pic de recherche de mon nom de marque sur Google? Si j'ai un pic, c'est que quelqu'un a parlé de moi quelque part que j'ai pas vu passer. Est-ce que j'ai un pic de gens qui arrivent sur telle ou telle page alors que je vois pas comment ils y sont arrivés en direct? C'est que cette page-là, elle a été partagée dans un canal. Ouais, top. Non, mais c'est un phénomène vraiment intéressant, et c'est vrai que tu parlais aussi de la synchrone, de la messagerie. C'est marrant comme il y a toujours une sorte d'équilibre, c'est que oui, il y a peut-être un peu plus d'asynchrone, mais par contre, il y a l'aspect vocal qui se développe beaucoup. On se peut beaucoup me lance pas sur l'aspect vocal. Les messages vocaux, c'est la plaie, c'est la flemme personnifiée. Le message vocal, c'est je veux pas prendre le temps de réfléchir à structurer mon message et ça me fait chier de taper avec mes pouces. Le message vocal, c'est cool pour celui qui l'envoie, c'est horrible pour celui qui le reçoit. Parce que justement, on n'est pas dans le synchrone. On va, j'ai pas honte de dire que pour t'inviter à ce podcast, tu m'as laissé un vocal. Donc bon, ça va, c'est que même si tu m'en veux pas tant que ça. Non, je t'en veux pas tant que ça, mais il faut vraiment que les gens comprennent, les gens qui utilisent beaucoup les vocaux, que c'est
pour beaucoup de gens, je suis pas la seule hein, à détester à détester recevoir des vocales. Je suis loin d'être la seule en fait. Et d'ailleurs, je fais vraiment un effort surhumain pour ne pas en envoyer. Et quand je ne peux pas taper, parce que ça peut arriver, je dicte en fait. C'est-à-dire que dicter, ça m'arrive. Tu vois, je suis dans la rue, je peux pas taper, mais j'ai vraiment un truc urgent à dire à quelqu'un. Je dicte en commençant la conversation en disant je dicte pour que tu puisses le lire, mais c'est pas forcément très structuré. Mais au moins la personne, elle a la façon de le réceptionner, elle est pas obligée parce qu'en plus le vocal demande de se poser, de pouvoir écouter, etc. À lire, c'est beaucoup plus discret. En fait, tu peux le faire entre deux choses plus facilement. Donc, et puis le vocal pas structuré qui dure 3 plombes. Enfin, Oui, moi, oui, si oui. tu veux, moi je l'ai interdit à ma mère, quoi. C'est Mais pour ça, je crois, je suis assez convaincu qu'il va y avoir une petite feature qui va sortir là bientôt sur WhatsApp ou les autres, de te mettre un transcript ou Mais ça un existe. AI summary, tu vois, Ouais, du vocal que tu reçois. le transcript existe, il est assez mauvais. En tout cas en français, Pour de l'instant, ce que tu j'ai vois. vu pour Enfin, l'instant, ouais. Et mais oui, bien sûr, quand tu vois la qualité de ce que sont capables de faire du Whisperflow, du Super Whisper, hein, qui donc sont des outils que tu mets sur ton ordi ou sur ton téléphone pour toi parler en vocal, et ensuite selon le mode que tu choisis, ça peut juste transcrire complètement, ça peut faire des résumés, ça peut, par exemple, moi j'ai un mode sur Super Whisper qui va, c'est mon mode mail, et en fait, je vais dire les 3 bullet points que j'ai à dire, et ça va me mettre le bonjour, la formule de politesse, enfin, tu vois, ça va vraiment, mais par rapport à des usages, si on peut commencer effectivement à parler, parce que la voix va être super importante. La voix est quand même la façon d'interagir, originelle. Avant qu'il y ait l'écriture, les humains, se parlaient déjà, et donc quand on va interagir avec les IA, avec la voix, ça va être génial. Moi, j'ai pas de problème, encore une fois, avec la voix en synchrone, et on peut partir dans des discussions de dingue. C'est le on va pas le message faire, on va pas vocal. le faire. Mais c'est le message vocal que je trouve, horrible. Non, non, on va pas le faire. Mais peut-être pour fermer la parenthèse de tout ce qui était Cozy Web et communauté, euh, est-ce qu'il y a quelques exemples peut-être que tu aurais à nous partager de marques qui ont commencé un petit peu à investir ces sujets-là, à créer soit des channels privés que tu pourrais nous partager pour nous En fait, inspirer? il y en a plein, mais des boîtes alors déjà, il y a beaucoup de boîtes de l'économie, ce que j'appelle l'économie réelle, hein, de produits physiques. Elles ont lancé des communautés. Enfin, toi, t'es trop jeune pour t'en rappeler, mais moi, quand j'avais 7-8 ans, j'étais membre du club Barbie. Oui. Tu vois, ça date pas de digital. Enfin, quand je te dis qu'il faut revenir aux fondamentaux, faut revenir aux fondamentaux, en fait, hein. C'est-à-dire que tu avais des accès privilégiés à des choses, tu avais ta petite carte de membre, d'ailleurs, il y a mon mari qui est un peu plus jeune, un peu beaucoup plus jeune que moi, lui, il était membre du club Dorothée, il avait sa carte. Enfin, tu vois, on a toujours eu ce côté communautaire, en fait. Ça, on est grégaire. Les humains, on est très grégaires. Non, mais t'as raison. Maintenant que tu dis ça, ça me fait repenser à un magasin de jeux vidéo dans mon enfance qui, pour les clients un peu premium, je sais plus quel était le nom, mais c'était une sorte d'un peu de club de clients. T'avais accès aux jeux un jour avant. En fait, tu pouvais venir dans le magasin le lundi, qui était habituellement un jour fermé, tu vois, mais tu pouvais venir, et t'achetais ton jeu vidéo avant tous les copains, en fait. Et C'est c'était exactement ça dont génial. je parle. Et c'est pour ça que sur le digital, il faut faire attention. Il y a trop de marques qui confondent communauté et audience. D'accord? Hmm. Si tu as 5 millions de followers sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une communauté, c'est une audience. Ils peuvent dire hello la commu autant qu'ils veulent. C'est pas une communauté parce que le lien, il se fait de 1 en étoile vers l'ensemble des membres de la communauté. Une communauté, c'est quand les gens, ils commencent vraiment à interagir entre eux et à pouvoir s'entraider. C'est pour ça que je te parle des communautés autour des podcasts, par exemple, qui sont très fortes. Des groupes Slack. Aussi, tu as des Slack sur des outils. Par exemple, tu vois, moi, je fais ma newsletter sur Beehive. Sur Beehive, ils ont un Slack dans lequel tu t'es pas obligé d'aller, mais quand je pose une question, c'est pas forcément les gens de Beehive qui me répondent. C'est d'autres utilisateurs aussi qui me répondent. Comme tu as le forum Apple, d'ailleurs, t'as un forum Apple Support où c'est les autres Apple users qui te répondent. Donc là, on est vraiment dans la communauté où les liens se créent entre les gens, entre eux, et pas forcément depuis la marque. Et ça, c'est assez fort. On peut le voir, il y a une marque qui s'appelle Cookut, une marque de poêles et d'ustensiles de cuisine, hein, qui fait ça très bien, l'animation de sa communauté. Donc l'économie réelle, il y arrive pas mal. Les SaaS, généralement, ça passe par des WhatsApp ou des Slack, Des hein, Discord aussi, un et des énorme. Discord, absolument. Ouais. En France, il y a encore, enfin, c'est en train de se développer. Ça a démarré vraiment côté jeux vidéo hot, mais Discord, c'est fou comme ça se Mais développe. Discord, c'est vrai que c'est un peu comme Reddit, si tu veux, comme ils ont une UX qui est pas évidente
Les Français qui sont plutôt lagards, encore une fois, je le répète, ont du mal à y aller. Mais oui, t'as raison, j'ai pas mis Discord. Bah d'ailleurs, la communauté Midjourney, elle est sur Discord. C'était même le seul canal pour y aller. Enfin voilà. Même des grandes institutions comme la NBA a mis en place sa communauté sur Discord. Donc c'est vrai que à suivre aussi. Et toujours un petit peu lié, moi, tu m'as partagé les différentes tendances structurelles de Face Popcorn. Popcorn, pardon. Il y en a 17, donc clairement on va pas faire les 17. Non, on va pas faire les 17. Mais est-ce qu'il y en a une ou deux incontournables sur lesquelles il faut qu'on s'arrête? Alors moi j'en ai retenu 3. Allons-y. Déjà le clanging. Clanging, en fait, c'est ce qu'on vient de dire. C'est le besoin de trouver your people, c'est vraiment le boom des communautés. La deuxième, c'est anchoring. Anchoring, c'est le retour de la quête spirituelle, mais différemment. C'est je fais du yoga, je prends de l'ayahuasca, je prends du psilocybine, voilà. Et ça, c'est quand même une vraie tendance de fond. On la voit Ok. un peu moins en France, mais moi qui parle beaucoup avec des gens basés aux États-Unis, parce que j'ai des clients en Asie et aux US, c'est vraiment une grosse tendance là-bas. Ce retour à la spiritualité, mais à travers d'autres canaux que la religion, en fait. Ok. Et le dernier, et ça pour le coup les Français vont bien se retrouver là-dedans, c'est le small indulgences. Le small indulgences, c'est les luxes abordables. C'est les plaisirs pas forcément inavouables d'ailleurs. C'est par exemple, d'ailleurs j'en parlais, je sais pas si tu as vu, j'en ai parlé sur un 20h de TF1, mais c'est tous les fast-food sucrés. Le fait que maintenant Oui, on j'ai vu. s'achète un donut rose, on se fait une gaufre, et ça Instagrammable, évidemment. et évidemment instagrammable, mais les small indulgences, ça reste du luxe. C'est-à-dire que le donut, il faut qu'il soit joli, mais parce qu'on donne l'impression que ça a de la valeur. Évidemment, ça a de la valeur aussi parce que je peux le prendre en photo. Et ça, pour moi, c'est vraiment une tendance. Il faut que si ton produit et ton service s'y prêtent, de trouver le small indulgence que tu peux mettre dedans, et évidemment donc de construire si possible une communauté. Ouais. Et une sur laquelle je m'étais arrêté aussi dans tout ce du coup, ça nous en fera 4. Bah oui, c'est ça. C'est du bonus. Mais là, c'est toi. Mais oui, là, c'est ça. Mais il y a pas d'expression qui dit jamais 403, donc on va l'inventer. Mais c'est ergonomics. Oui. C'était cette tendance et cette envie d'individualisation, alors qui rejoint un petit peu les autres. Finalement, ce qui est très intéressant dans cette étude, et puis je mettrai le lien en description, c'est qu'on voit qu'il y a aussi, il y en a pas mal qui sont liés finalement. Le côté retraite spirituelle, etc. On pourrait très bien le ramener à ce côté d'individualisation, de retour à soi. Et ça Oui, aussi, mais ça va être un vrai enjeu quand même. c'est un énorme enjeu, tu vois. Là, moi, j'ai mis dans la newsletter du jour où on enregistre les bijoux de gourde. Il y a une Ouais, tendance j'ai vu. TikTok de ouf sur je crée moi-même mes bijoux de gourde. Mais c'est quoi si ce n'est de l'ergonomics? Parce que voilà, je veux montrer que je suis différent dans cet univers de similitude en fait. Et donc juste pour rebondir, tu mettras le lien, mais les 17 tendances de Faith Popcorn, c'est une des plus grandes prospectivistes aux États-Unis. En fait, c'est des tendances sur le temps long, donc il faut pas croire que ça va changer tous les 6 mois ou tous les ans. Ça, c'est vraiment des choses qui sont. Il y en a par exemple le cocooning, qui est la première qui a posé Faith Popcorn il y a 20 ans dans le milieu de la prospective. Le cocooning dans les années 90, on en parlait beaucoup. C'est toujours une tendance aujourd'hui en fait, qui va Hmm. s'exprimer peut-être différemment, mais ça reste une tendance de fond. Et ça nous en fera 5. Et- mais du coup, tu vois, il y en a beaucoup donc de ces tendances. Et pareil, quand tu es avec une boîte qui est en train de travailler un petit peu sa roadmap sur les prochaines années, comment on fait un peu le tri de tout ça, tu vois, entre ce qui nous fait vibrer soi en tant que porteur de son entreprise, entre ce que veulent nos clients. C'est pas simple, je trouve, hein, tu vois, parce que moi, franchement, pour les avoir regardés en détail, je me suis dit, ah, waouh, tout est très intéressant. Maintenant, comment j'arrive à me dire ça, c'est bon pour ma boîte, ça, c'est, tu vois un petit peu Je ce vois que ce je que veux tu dire? veux dire et c'est vraiment les discussions que moi j'ai avec les dirigeants que j'accompagne. Alors déjà, il faut faire attention parce que les 17 tendances, c'est des tendances très macro qui vont ensuite, c'est pas actionnable si tu veux. Si tu Oui, lis bien sûr. le truc le site de Face Popcorn, c'est pas actionnable. En revanche, tu as dit un truc super intéressant, tu as dit ce qui me fait vibrer moi. Moi, c'est le point de départ de tous mes accompagnements, c'est ce qui fait vibrer le dirigeant. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, le seul ROI que tu vas avoir avec moi, c'est que tu vas mieux dormir la nuit parce que tu vas être aligné entre ton business et toi.
ce qui est déjà, ce qui est pas le cas de beaucoup de gens. Ouais. Et tu vas pouvoir prendre des décisions en étant parfaitement aligné. Et ça, pour moi, ça doit rester le driver principal, si tu veux, plutôt que de suivre des tendances. Après, des tendances, il faut en avoir conscience. Donc là, c'est moi que j'apporte aussi mon expertise là-dessus pour dire attention, dans ce vers quoi tu as envie d'aller, c'est pas forcément le mood en ce moment des consommateurs, qu'ils soient B2B ou B2C. En revanche, la vision du monde que tu veux créer en tant qu'entrepreneur, ça, c'est ta vision, elle t'appartient. Donc, le tout, c'est de voir la vision du dirigeant, on la conserve, mais c'est le chemin qu'on va prendre qui va, lui, on va essayer de surfer sur les tendances pour que ce soit le plus successful possible, en fait, si tu veux. Donc, faut bien distinguer la vision du dirigeant et pas dire, je vais faire ce qui est à la mode, en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut que le dirigeant, il vibre, justement. Être entrepreneur, c'est tellement difficile que si c'est pas un truc où tu te réveilles le matin et tu te couches le soir en pensant qu'à ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc, il faut que tu te poses la question dans ces termes-là. Quel est le changement que je veux voir dans le monde? Et ensuite, ton entreprise, elle te permet d'y contribuer. On va laisser un silence, hein, parce que ça, c'est le genre de punchline qui peut remuer plus d'une personne. Mais oui, mais c'est ok de pas avoir les réponses tout de suite. C'est ok de se faire accompagner parce que quand on est en train de gérer de l'opérationnel au quotidien, prendre ce temps-là, voilà, c'est aussi un luxe à se faire, mais qui est absolument essentiel en fait. Merci pour tout ça. Alors il y a une transition, j'ai pas forcément de transition toute faite là pour celle-là, mais il y a quand même un autre phénomène sur les entreprises qu'on est en train de voir. Alors c'est assez vrai dans la tech parce que les automatisations, les agents nous permettent ça. C'est les lean companies. C'est ces boîtes qui vont décider de pas être plus nombreux, mais d'essayer d'avoir quand même une très grande valeur. Alors on l'a vu, hein, il y a des exemples notables là, comme Lovable, je pense, qui est une boîte assez incontournable là sur la dernière année, où avec moins de 50 personnes en fait, je crois, ils ont atteint je sais plus combien de valorisation, mais c'est assez énorme. Est-ce que ça aussi c'est une tendance qui va s'ancrer dans le temps, selon toi? Est-ce que ça en dit long aussi sur les styles de dirigeants, management aussi qui arrivent un petit peu? Est-ce que cette nouvelle génération, elle a moins envie de s'embarrasser de scaler à tout prix? Comment tu regardes ça, toi? Alors, c'est pas qu'elle veut pas scaler, hein. C'est qu'on va pas mettre le scaling au même niveau. C'est-à-dire que pour moi, on passe d'une culture où les scale-up voulaient montrer la croissance du nombre d'employés. Et maintenant, les scale-up, elles vont montrer la croissance du chiffre d'affaires. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, hein, parce que Mmh. le côté j'ai levé mais je vends pas, heureusement que, enfin, le meilleur argent, ça reste celui des clients. Donc, c'est très bien qu'on arrête de compter le nombre de salariés comme étant une preuve de succès, si tu Mmh. veux. Donc ça, en termes de changement de culture, je trouve ça extrêmement positif. Hem, Évidemment, alors c'est pas une tendance au sens sociétal du terme, c'est juste que c'est possible. Donc à partir du moment où c'est possible, si tu veux maximiser ta marge, un bon entrepreneur, s'il a pas besoin d'embaucher un humain, il embauche pas un humain, hein. Enfin, aujourd'hui, alors on est quand même sur des outils qui coûtent cher, hein, mais si tu regardes un outil, même un très bon outil de vibe coding, enfin ChatGPT parlait d'avoir un assistant pour 20 000 par mois ou 2 000 par mois. Enfin, ça reste moins cher qu'un développeur à San Francisco. Enfin, faut ramener ça évidemment à l'aune des salaires là-bas. Donc c'est d'abord exploiter la marge. Ça peut être très intéressant aussi parce que tu perds beaucoup moins la culture. Et on le sait aujourd'hui, ça a été d'ailleurs une cause d'échec ou en tout cas de ralentissement de croissance chez pas mal de scale-up, hein. C'est que c'est très difficile. Moi, j'ai pas mal de copines et copains RH dans les scale-up. C'est très compliqué de garder le culture fit au 200e, 2 000e employé. Voilà, c'est de plus en plus difficile. Surtout qu'en plus, c'est généralement des employés qui sont un peu partout et tout. Donc, si tu gardes une équipe humaine, donc sur la prise de décision petite, bah forcément l'information circule mieux, etc. C'est aussi très bien pour éviter les lenteurs de prise de décision.
moi qui ai bossé aussi bien dans les grands groupes que dans les startups. Alors quand je dis startup, à Aldebaran, il y avait déjà 400 personnes, hein, donc c'était pas non plus tout petit. Mais bon, Orange, quand je l'ai quitté, il y en avait 120 000, hein, donc c'était quand même autre chose. C'est qu'il faut aussi se dire que toutes ces couches, en fait, c'est un peu comme l'administration française. T'as plein de couches au milieu juste parce que c'est tellement gros qu'il faut des gens pour tu vois, pour pousser les documents, pour mettre le bon tampon au bon moment, parce que t'es obligé d'avoir des process quand t'as cette taille-là. T'es obligé. Ouais. C'est pas qu'ils veulent mal faire, hein, c'est que t'es obligé de contrôler. Et donc en fait, plus tu grossis, plus tu rajoutes des couches de contrôle, de vérification, etc. Et tout ça, en fait, on va pouvoir l'automatiser. Enfin, je sais pas si sur tu vois le contrôle des fausses factures et tout ça, ben oui, tu vas pouvoir automatiser plein de choses et des gens qui ne faisaient que du contrôle, ben tu vas pouvoir grossir beaucoup plus et garder une ou deux là où les deux personnes que tu avais au début et grossir sans avoir besoin de faire grossir aussi cette partie-là qui est pas la partie la plus directement productive en fait. Mmh. Donc oui, moi je trouve que c'est même pas un modèle. Il faut pas se dire le matin tiens je vais faire une lean company. Faut juste faire la meilleure entreprise qui soit. Et en ce moment tu as les outils pour faire une compagnie avec beaucoup moins de gens. Oui, oui, mais c'est vrai que et là, c'est qu'un feeling, hein, j'ai pas de source là-dessus, tu vas peut-être pouvoir m'alimenter, mais c'est vraiment ce feeling-là aussi que je vois et que j'entends que le désir de rejoindre un grand groupe est plus aussi fort qu'à une certaine période où, entre guillemets, c'était un peu le Graal, choper ton CDI de cadre dans le grand groupe, ben, t'étais tranquille, tu pouvais faire ton emprunt pour ta maison et c'était tout droit jusqu'à en gravissant quelques échelons et si tu bougeais, tu rebougeais dans un grand groupe. Là où j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une génération et ça revient peut-être à des choses que nous dit Face Popcorn, hein, avec ce désir d'individualisation, des jeunes qui refusent des CDI, qui préfèrent garder leur statut de freelance, etc. Et donc, je me dis aussi que ça peut être une forme de réponse, c'est d'avoir des sociétés qui sont un peu plus à taille humaine, entre guillemets, dans lesquelles tu perds moins la culture. Donc, bon, à voir, c'est... Oui, oui. Puis alors, je vais pas ouvrir sur le sujet de l'individualisation et les freelances parce que sinon l'épisode va faire 3 heures. Non, il faudrait que j'invite. Je l'avais déjà eu sur le podcast lors d'un événement Web Today, Tu vas mais inviter Flavie. exactement, quelqu'un que tu connais bien, Flavie Prévost, voilà, sur ce sujet qui a pas mal de choses à dire aussi, je pense. Écoute, on a déjà fait un bon bout de discussion. Je suis ravi qu'on ait balayé déjà tous les sujets qu'on a balayés. On va tranquillement clôturer, mais bon. Pour finir, je pouvais pas te laisser partir sans qu'on parle de biais cognitifs. Évidemment. Parce que pour celles et ceux qui connaissent pas Laura, on va dire que tu es connue pour avoir une certaine affection pour les biais cognitifs. Alors du coup, avant de conclure, quels sont peut-être pour toi là les biais classiques qui piègent le plus les dirigeants aujourd'hui dans les différents accompagnements que tu fais? Qu'est-ce que tu vois qui est un petit peu habituel et que tu pourrais nous partager? Alors, il y en a 3 que je vois vraiment beaucoup. Parce qu'après les biais cognitifs, il y en a beaucoup, hein, il y en a plus de 200 donc mais il y en a 3 qui reviennent vraiment très fréquemment chez les dirigeants. Le premier, c'est le biais qui s'appelle la négligence des probabilités. C'est le biais où tu te dis j'ai peur des requins alors qu'en fait les hippopotames tuent 50 fois plus de gens que les requins chaque année. Donc c'est quand tu prépares, quand tu viens de raccrocher avec un prospect qui te dit c'est trop cher et tu te précipites pour changer ton pricing alors qu'en fait, si tu prenais le temps, c'est le premier. Enfin, il y en a 8 sur 10 qui ont accepté ton pricing. Donc voilà, c'est le risque de perdre un gros client versus regarder ton churn silencieux de tous tes petits clients qui en fait est lui en train vraiment de tuer ton business. Donc les risques spectaculaires qui font les gros titres et qui font les grosses peurs, c'est ça, du coup, c'est pas la bonne attention. L'attention du dirigeant est pas au bon endroit. Donc ça, c'est le premier. Intéressant. Le deuxième, c'est le biais d'action, parce qu'en plus, un dirigeant, ça veut tout de suite passer à l'action. L'exemple que j'ai pris quand j'ai fait l'édition de ma newsletter, parce que j'ai une deuxième newsletter sur LinkedIn qui s'appelle Choisir sans renoncer sur les biais, c'est l'exemple du gardien de but. Le gardien de but, avant le penalty, il va essayer de faire un truc, il va essayer de deviner s'il doit aller à droite ou à gauche, alors qu'en fait, il a plus de chances d'arrêter le ballon si, au moment où l'autre frappe, il est encore immobile. Évidemment qu'il va bouger après, mais il est encore immobile au moment où il la frappe. Donc c'est parce que ton cerveau il préfère faire quelque chose et ça c'est très très prononcé chez les entrepreneurs. Les entrepreneurs ils préfèrent faire quelque chose que ne rien faire. Alors c'est souvent
d'ailleurs, ce qui les a sauvés, parce que c'est le MVP, c'est je me suis lancé, je me suis confronté au marché très tôt, etc., plutôt que C'est d'attendre que ce soit parfait. fail fast, learn fast, ce Exactement. genre Donc, de... donc c'est exactement ça. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a un moment où c'est trop. Il y a un moment où, et en particulier quand tu grossis, c'est bien quand même aussi de te poser parce qu'en fait, parfois le coût de l'inaction, il est nul. C'est-à-dire qu'au début, il faut être dans l'action permanente, mais à un moment donné, quand tu commences à avoir beaucoup d'informations, beaucoup de data, etc., à un moment donné, prendre une action trop impulsive, heu, ben ça peut faire des dégâts, alors qu'en fait, prendre 24 heures ou 48 heures pour analyser les données pendant lesquelles les choses vont pas être dramatiques. On n'est pas toujours en crise, en fait, tu vois? Quand on Clairement. donc ça, c'est le deuxième. Et puis le troisième, ben, c'est évidemment, celui, je pense que toi, dans ton métier, tu dois le voir tout le temps, c'est l'illusion de planification. C'est le fait que, on pense que ça va toujours coûter moins cher et durer moins longtemps que ce que ça va vraiment prendre comme temps et coûter. Clairement, clairement, oui, oui. Bah, c'est un peu aussi ce que doivent vivre les gens qui construisent des maisons C'est ça, ou qui en rénovent plutôt même. Il y a toujours des fois des imprévus. des imprévus, et encore plus quand tu fais de l'innovation. C'est ce que, bah, pour le coup, moi j'essaie d'expliquer à des gens qui veulent innover. C'est-à-dire que innover, c'est aussi naviguer dans une forme d'incertitude. C'est faire de l'essai-erreur, et donc faut accepter que il y a des choses qu'on avait prévues et finalement, bah, je sais pas moi, l'API tierce qu'on avait prévu d'implémenter, bah, va pas être ouverte ou mal documentée, et que ben, ça va nécessiter quelques heures de plus pour soit trouver autre chose. Bref, mais oui, oui, clairement. Ben merci pour ce partage. Est-ce que toi, il y a un biais dans lequel toi, d'un point de vue méta, tu sais dans lequel tu tombes, ou Alors tu d'un point de vue oserais nous partager? mais je vais oser le partager, il y a pas de problème, mais comme tu m'avais posé la question dans le conducteur, en fait, j'ai demandé à Claude. Parce que c'est très difficile de Uhum. s'auto-évaluer et donc moi j'utilise Claude. Moi je suis, j'aime pas Sam Altman, j'ai pas envie de lui donner mon argent. Donc je paye Claude et donc j'ai demandé à Claude, qui me connaît bien, et il m'a dit que j'en avais 2 qui étaient présents. J'ai le biais d'action, moi aussi. Ok. Je suis quand même, on y va, on teste, on ajuste, plutôt qu'on analyse pendant 3 semaines. C'est une de mes forces quand j'accompagne les dirigeants, mais ça peut être, aussi un problème. Mais Claude me dit que j'ai développé des garde-fous parce que je pose beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi, et cetera. Donc voilà. Et le deuxième, c'est la malédiction de la connaissance. C'est qu'en fait, je vais le dire pour la troisième fois, j'ai 52 ans, donc moi ça fait 45 ans que je lis beaucoup, que je me renseigne beaucoup. J'ai fait des études assez longues parce que je suis à la fois ingénieure, j'ai fait un MBA derrière, etc. Donc moi j'ai une soif d'apprendre absolument dingue. Et bon, je lis beaucoup pour ma newsletter, je me renseigne beaucoup pour les dirigeants que j'accompagne et tout. Et donc en fait, je pense que ce que je sais, ben tout le monde le sait en fait. Et non, non. C'est pas parce que moi je le sais que tout le monde le sait. Ouais, mais oui, oui, je vois. Alors, j'entrevois un petit peu ça avec surtout des primo-entrepreneurs ou là, tu vois, j'ai fait tout un atelier à UB Lab, qui est l'université de Bordeaux, qui a son incubateur, et donc des étudiants entrepreneurs qui sont encore à ce stade où, bah, tu vois, presque pas pollués et naïfs quand même aussi, et qui foncent tout droit des fois vers un mur avec enthousiasme et sourire. Et toi, ça te semble presque fou en fait. Et tu leur dis, mais non, en fait, là, c'est du bon sens. Mais non, c'est pas du bon sens. C'est juste que tu as accumulé un peu d'expérience et de connaissances sur le sujet. Donc, oui, Exactement. je vois totalement. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Souvent, bah, pour terminer le podcast, là, on a fait pas mal de recos, hein. Franchement, je pense qu'il va falloir, le transcript va m'aider à retrouver tout ce dont on Retrouver tous a les liens. exactement. Mais est-ce qu'il y a quand même une reco que tu aurais envie de nous partager avant de terminer, sachant que, vu que dans ta newsletter, le Comment du Pourquoi, tu recommandes aussi une femme de la semaine à suivre. Moi, je vais te demander une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast. Donc, un outil, un livre, une série, un podcast, peu importe, un truc qui récemment t'a marqué, et à côté de ça, bah, une personne que tu aimerais mettre en lumière. Alors, le dernier truc, alors moi je suis une boulimique de séries. Je crois que j'ai tous les abonnements, au streaming. Ok. Je crois que je les ai tous. J'ai adoré la 2e saison de Gen V et j'ai adoré le dernier Big Low sur, Netflix, qui là est un film et pas une série, A House of Dynamite.
Ok. Ça pose vraiment des bonnes questions sur la place de l'humain justement. Donc c'est très intéressant. Ok, ben merci beaucoup. Et la femme de la semaine. Alors, dans Open Startup, moi je te recommande d'inviter une dirigeante de startup qui n'habite pas à Bordeaux. Elle est venue à Bordeaux pour le Bordeaux Invest Day récemment. C'est Anna Balèze. Ah oui. Que j'ai eu le plaisir, l'honneur d'accompagner pendant un temps. Elle a eu la gentille attention de me laisser une reco et tout sur mon profil. Et Anna, c'est une entrepreneure de dingue. C'est Lizzie, c'est sa deuxième boîte. Hein. Elle a une première autour de l'économie circulaire. C'est une femme qui est absolument passionnée par le circulaire, qui est habitée par sa mission et voilà, qui fait vraiment progresser les choses avec un outil extrêmement tech, puisqu'elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est pas du tout un site de e-commerce. Elle, justement, c'est tout le back-office, c'est toute la supply, toute la logistique. Elle a créé tout l'outil, en fait, à la fois ERP, mais aussi les entrepôts physiques qui permettent à des marques qui ont l'habitude d'avoir quelque chose de linéaire. Hein, je reçois la même référence en 10 000 exemplaires et je l'envoie, même si c'est un exemplaire par un exemplaire, au client, en logique circulaire où chaque article, on parle pas de référence, là on est vraiment à l'article individu, on sait à quelle date il part, à quelle date il est censé revenir, s'il a besoin d'être réparé, etc. Et elle est passionnante. Bon, eh ben, merci pour la mise en lumière sur Anna, qui, je pense, je suis depuis un petit moment sur LinkedIn, et je pense honnêtement que c'était sous ta recommandation déjà il y a quelques années. Donc, la boucle est bouclée. En fait, j'avais peut-être déjà la réponse sous mes yeux sans le savoir. Après, je mets une femme chaque semaine. Donc, Anna, je l'ai mise il y a un petit moment. Mais là, voilà, dans Open Startup, je pense qu'elle serait parfaite. Bon, ben génial. Merci Laura. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié, un dernier mot que tu souhaiterais partager pour notre audience Non, je voulais te remercier. Je voulais te remercier de la qualité des questions. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Eh ben, avec plaisir. Hâte qu'on se recroise bientôt. Pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusque-là, commencez à savoir ce qu'on vous dit en fin d'épisode de podcast. On vous remercie d'avoir écouté. On espère que cette conversation elle vous aura été utile. En tout cas, moi, ça a été le cas. Merci Laura, je me suis offert 1 heure de sparring partner un peu gratuitement avec toi. Ça va me donner de la matière à réflexion pour entamer cette fin d'année et début d'année 2026 qui arrive. Donc si cet épisode vous a plu, eh bien pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il y a énormément de personnes qui écoutent sans être abonnés, mais c'est comme sur YouTube. Pourtant ça prend 1 seconde et ça fait quand même la différence. Les classiques, laissez un 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, pareil. C'est la meilleure façon de soutenir le programme et puis même de faire découvrir à d'autres, et parfois pour convaincre certains invités, on montre la notation et ça finit la conversation. Et puis voilà, partagez ça autour de vous. C'était Guillaume Comagnac en compagnie de Laura Pocopsa. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.